Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Suite des matins sur France Culture, Joe Biden est-il vraiment le président que les Américains attendaient et qu'ils ont élu? Y a-t-il une différence entre la politique qu'il mène sur le plan intérieur, mais aussi à l'extérieur par rapport à ses promesses de campagne? Pour en parler, nous sommes en compagnie de l'américaniste Laurence Nardon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse et responsable du programme Amérique du Nord de l'Institut français des relations internationales. À la faveur ou à cause de cette rupture de contrat avec la France pour cette fourniture de sous-marins, on découvre, ou on feint de découvrir, un Joe Biden qui serait finalement un Trump rhabillé, un Trump qui aurait certes des mœurs et des manières beaucoup plus respectables, mais qui, au fond, ne changerait pas véritablement de politique. Peut-être est-il important tout d'abord de débuter, Laurence Nardon, par un rappel, par une esquisse de ce qu'est l'idéologie, la représentation du monde de Joe Biden. Alors, Joe Biden, il fait partie de ce qu'on appelle un peu le blob aux États-Unis. C'est un terme péjoratif pour désigner l'establishment de politique étrangère très traditionnelle qu'on a connu sous les Clinton et aussi sous certains présidents républicains, dont Bush père, hein, celui qui avait si bien réussi la chute du mur de Berlin dans les années 1990. Aujourd'hui, avec cette rupture de contrat, on a effectivement l'impression que la perfide Albion, c'est maintenant la perfide Amérique. Donc, qu'est-ce qu'il faut conclure de cela? Je pense qu'il y a plusieurs manières de lire les choses. En fait, l'administration Biden, elle est donc sur cette... elle tient à maintenir les intérêts du pays, ce qui est bien naturel, et elle veut aujourd'hui tout réorganiser en fonction de la menace chinoise, qui est vraiment aujourd'hui l'alpha et l'oméga de la vision du monde des États-Unis. Enfin, en tout cas, à Washington aujourd'hui, il y a un unanimisme vraiment des deux partis, ce qui est assez rare, sur le fait qu'aujourd'hui, on est en train de rentrer dans une confrontation systémique avec la Chine. Ça, c'est évident. Mais quand vous parlez d'unanimisme des deux partis, cela signifie effectivement que c'est Donald Trump qui avait débuté ce discours, et à l'époque, on s'en était ému. Finalement, républicains et démocrates sont d'accord sur ce point? Ils sont d'accord sur l'opposition à la Chine. Maintenant, sur la méthode, il y a effectivement des différences entre les partis et même à l'intérieur des partis, puisque les Trumpistes, qui sont aujourd'hui le parti républicain, eux, ils sont plutôt pour un nationalisme de repli. C'est-à-dire qu'ils étaient plutôt favorables à ce que les États-Unis se mêlent plus d'être le gendarme du monde. C'est pour ça qu'on les a vus partir d'Afghanistan, par exemple. C'est Trump qui avait conclu les accords de Doha. C'est Biden qui les a mis en œuvre l'été dernier. Mais cette distinction, elle existe aussi au sein du Parti démocrate, parce que la gauche du parti, les partisans de Bernie Sanders, par exemple, sont eux aussi très opposés aux interventions militaires à l'étranger. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve ce blob dont je parlais il y a 2 minutes, qui est le centrisme américain, républicain et démocrate, qui lui veut continuer à intervenir à l'étranger. Et le retrait d'Afghanistan, pour en reparler, il peut être lu de ces deux manières-là. Soit c'est un retrait pour rentrer à la maison et se concentrer sur la reconstruction du pays et des classes moyennes, mais il peut être lu aussi, et c'est la lecture qu'en fait Blinken, par exemple le secrétaire d'État très bidenesque, il est lu comme, au contraire, la condition pour pouvoir récupérer des moyens des forces de l'énergie pour se redéployer sur le théâtre Indo-Pacifique autour de la Chine. Mais pour en faire quoi? Parce que, a priori, il n'y a pas de guerre ouverte avec la Chine, entre la Chine et les États-Unis. Donc des troupes, ça semble être quelque peu prématuré pour le moins. On peut penser que c'est plutôt dissuasif. Il y a un objectif d'encadrement militaire de la Chine. Vous savez qu'il y a des bases militaires déjà sans nombre américaines dans le Pacifique. Mais l'idée, c'est qui est ancienne aussi. D'ailleurs, ça date aussi du second mandat d'Obama. L'idée de redéployer les forces militaires en les ôtant du théâtre atlantique et du Moyen-Orient pour les redisposer dans ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique.
Donc ça, c'est à l'échelle extérieure. À l'échelle intérieure, là aussi, on a le même sentiment, autrement dit, d'avoir affaire à une continuité de la politique menée par Donald Trump. Il y a eu, par exemple, ces images extrêmement choquantes de la police vis-à-vis donc des migrants. Est-ce que la politique de Donald Trump est poursuivie par Joe Biden sur le plan donc de la lutte contre l'immigration clandestine? Bah oui, alors là aussi, en politique intérieure, on retrouve les mêmes failles entre la ligne Biden et les autres. Si vous voulez, il doit se garder sur au moins 3 fronts, Biden, aujourd'hui. Il doit se garder contre le parti républicain, qui est complètement trumpisé à la fois dans la Mhm. méthode et dans l'idéologie. Mais au sein du Parti démocrate, là, c'est très compliqué parce qu'il doit se garder à la fois contre la gauche du parti, et sur le point de l'immigration, par exemple, cette gauche du parti, elle pose une exigence d'accueil inconditionnel. Et Biden doit faire respecter les lois du pays. Et quand on voit euh, l'afflux de réfugiés haïtiens à post-tremblement de terre qui arrivent, il doit cadrer un peu les choses. Les autorités texanes doivent le faire aussi de très mauvaise manière, on l'a vu, comme vous le disiez. Oui, puisqu'elles l'ont fait de manière extrêmement violente, Affreuse, très oui, choquante. oui. Mais du coup, il ne peut pas non plus dire que les frontières sont ouvertes. Donc il est coincé. Et troisième front pour Biden, il doit aussi se garder contre les modérés du Parti démocrate, il y en a quelques-uns, qui refusent de signer, de voter les projets de loi les plus ambitieux qu'il a posés. Parce que vous parlez de l'immigration, mais Biden, il est arrivé au pouvoir en janvier dernier avec un certain nombre de projets de loi extrêmement ambitieux, notamment celui sur les infrastructures, alors les transports, etc., mais aussi ce qu'on appelle les infrastructures humaines, Et oui, parce qu'en fait, donc, éducation, là, a etc. priori, on avait prévu un budget extrêmement important, puisqu'il s'agissait de 1000 milliards de dollars pour financer cela. Et là où en est-on, Laurence Nardon? Alors, il y a la loi sur les infrastructures concrètes, c'est-à-dire les transports, l'environnement, etc. Elle a été 1000 milliards de dollars, c'est ce que vous venez de dire. Elle a été votée à une très large majorité par le Sénat au mois d'août, 69 contre 30, ce qui est vraiment exceptionnel. Elle doit maintenant être votée par la Chambre où ce sera beaucoup plus serré. Il y a un second projet de loi sur les infrastructures humaines, c'est-à-dire éducation, petite enfance, etc., qui, elle, prévoit 3500 milliards de dollars. Donc ça va être beaucoup plus difficile à faire voter parce que les modérés du Parti démocrate sont contre eux aussi. Mais je voudrais aussi dire un mot d'un autre projet de loi qui est complètement enrayé aujourd'hui. C'est le projet de loi que Biden portait en arrivant à la Maison-Blanche qui s'appelle For the People. C'est un énorme projet de loi qui vise à remettre en route le droit de vote dans les États, le droit de vote des minorités dont on sait qu'il est entravé par les législatures républicaines dans tout le pays aujourd'hui, avec des conséquences démocratiques quand même extrêmement problématiques. Eh bien, ce projet de loi, il est à l'arrêt depuis le mois de juin parce que les républicains n'en veulent pas, ça c'est bien logique, enfin c'est dans leur logique, mais les modérés du Parti démocrate n'en veulent pas non plus. Et du coup, comme ils sont à 50-50 au Sénat, il suffit... Comment expliquer ce désaccord du côté des démocrates, évidemment? Eh bien, parce qu'il y a un certain nombre de démocrates, Joe Manchin ou Kyrsten Sinema, qui sont des sénateurs de Virginie occidentale et d'Arizona respectivement, qui sont des modérés parce que dans leur État, ils sont élus par des démocrates modérés. Il faut un peu qu'ils suivent ce que veulent leur électorat. Et du coup, ils savent très bien que s'ils votent une loi pareille, ils ne seront pas réélus. Et du coup, ils ne refusent de la voter. Le camp démocrate tombe au-dessous de 50% des voix au Sénat et donc la loi ne peut pas passer. Il y a également le bilan de la pandémie. Alors celui-ci n'est pas complètement imputable évidemment à Joe Biden, mais il est terrible puisque aujourd'hui dans le Financial Times, il est question par exemple de ces chiffres pour la pandémie. Le nombre de morts imputables au coronavirus a dépassé celui de la grippe espagnole est largement supérieur au nombre de morts par cancer aux États-Unis et le nombre de vaccinés, lui, demeure insuffisant. Oui, alors sur le Covid, effectivement, les États-Unis sont dans une situation un peu compliquée parce que le variant Delta les a frappés vraiment de manière très forte ces derniers mois. On est à 2000 morts par jour en ce moment aux États-Unis. Le problème pour Biden, là, c'est plus un problème constitutionnel, j'ai envie de dire.
C'est-à-dire parce que la responsabilité sanitaire, elle ne dépend pas du fédéral, elle dépend des gouverneurs dans les États. Et donc, vous avez 50 États où il se passe 50 choses différentes. Et en sachant que dans un certain nombre d'États républicains, notamment au sud du pays, on a des gouverneurs qui sont presque anti-vax pour certains d'entre eux, qui n'obligent pas, qui refusent l'obligation du masque, l'obligation du vaccin, etc. Donc la vaccination ne décolle pas. Ils sont à 55% de complètement vaccinés aux États-Unis. Aujourd'hui, nous, on est à 64%. Et ça suffit à expliquer que l'épidémie est encore très forte. Mais alors, ce que l'on ne comprend pas, Laurence Nardon, aux États-Unis, donc effectivement, sous Donald Trump, les pro-masques n'étaient pas à la Maison-Blanche, c'est le moins que l'on puisse dire. Néanmoins, c'est grâce aux différents plans de Donald Trump que les vaccins ont vu le jour, parce qu'il y a eu des préachats extrêmement importants et Donald Trump croyait en la possibilité d'un vaccin. C'est même l'un de ceux qui a le plus financé ça. Il faut au moins lui reconnaître ce mérite. Et donc, on ne comprend pas en fait pourquoi aujourd'hui une grande partie du parti républicain, voire de ceux qui défendent Donald Trump et soutenaient sa candidature, se révèle anti-vax. Oui, alors ça, je pense que c'est parce que dans le réflexe anti-vax, alors je parle pour les États-Unis, il y a énormément, si vous voulez, ça fait appel à ce courant très fort aux États-Unis depuis vraiment des décennies, peut-être même des siècles, qui est un courant anti-intellectuel, anti-scientifique, et qui du coup trouve un moyen d'expression extrêmement fort dans la posture anti-vax. Et je pense que la défaite de Trump en novembre dernier, elle a donné un coup de force terrible à ce courant dans le Parti républicain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regrette le départ de Trump, eh ben, un des moyens d'expression, c'est de se dire anti-vax parce que ça marche avec cette attitude anti-élite qui est aujourd'hui celle du populisme américain. Et alors, Donald Trump, lui, dans ses différentes prises de parole, que dit-il? Comment s'exprime-t-il à la fois sur ce point-là, sur la pandémie, mais aussi plus largement sur la présidence de Joe Biden? Ah bah alors lui, son truc, c'est de continuer à dire que la victoire lui a été volée. C'est-à-dire qu'il y a eu, le grand mensonge, comme on l'appelle, de Donald Trump, enfin comme les gens raisonnables l'appellent, il continue à dire qu'il y a eu une fraude électorale massive commise par les démocrates en novembre dernier. C'est pour ça que Biden a été élu. Et donc, ce discours-là, il justifie, pour revenir à ce grand projet de loi For the People, il justifie le fait que les républicains ne veulent pas voter ce projet de loi qui garantit le droit de vote, parce que pour eux, ça va permettre au Parti démocrate de continuer à voler toutes les élections dans les années qui viennent. Vous voyez, il y a vraiment là-dessus un récit absolument incroyable de la part des partisans de Trump. Donc Trump continue à dire ça, mais il est assez inaudible en réalité, puisqu'il n'a plus de compte Twitter. Twitter a interrompu son compte, il n'y a plus de compte Facebook, etc. Donc il continue à sortir des communiqués de presse régulièrement, mais leur audience est très faible. Si l'on continue donc dans ce bilan précoce mais important sur la présidence Biden, il y a également la question raciale. Donald Trump était proche des suprématistes blancs. Qu'en est-il aujourd'hui des différentes évolutions apportées donc à la fois par Joe Biden, mais aussi par le climat politique? Est-ce que la situation des minorités s'est améliorée aux États-Unis, Laurence Nardon? Alors, il y a deux choses. Il y a le débat intellectuel sur la question raciale, et puis il y a la réalité des minorités dans le pays. Sur le débat intellectuel, on est clairement aujourd'hui aux États-Unis dans un débat très polarisé entre les suprémacistes blancs, mais qui sont vraiment à l'extrême droite. Je pense qu'ils sont quand même assez peu nombreux dans le pays. De l'autre côté, du côté des démocrates, ou même de la gauche, surtout de la gauche du Parti démocrate, on est dans la dénonciation d'un racisme systémique, c'est-à-dire l'idée que le pays n'a pas été fondé en 1776 avec la Révolution et la déclaration des droits de l'homme américaine et la Constitution en 1787, mais le pays, au contraire, a été fondé en 1619, qui est la date d'arrivée des premiers esclaves dans un bateau sur la côte est
des États-Unis. Donc ce discours-là, il est extrêmement fort dans les universités. Il y a énormément de choses qui découlent, il y a des combats intellectuels titanesques sur ce sujet. Mais si vous voulez, est-ce que ça impacte vraiment la vie des minorités? Je ne suis pas sûre. Pour celles-là, ils ont été, si vous voulez, comme ils sont dans une situation socio-économique difficile, je parle des Noirs et des Latinos, avec des problèmes de santé en général, ils ont été plus frappés par le Covid. Les problèmes d'obésité ou de diabète sont plus répandus, donc il y a des comorbidités accrues, donc ils ont été plus touchés. Leur couverture santé est moins bonne, donc là aussi ça n'a pas joué. Et puis ils continuent à être plus touchés par le chômage aujourd'hui que les autres minorités du pays, ou minorités ou majorités, notamment les blancs caucasiens ou les asiatiques. Donc les choses ne s'arrangent pas complètement malgré l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Est-ce que cela provoque une désillusion des Américains, puisque les Français ne votent pas, je crois, aux élections américaines? Est-ce que ça provoque une désillusion des Américains vis-à-vis de la présidence Biden aujourd'hui? Alors, les chiffres de job approval, d'approbation du travail que fait Biden sont devenus négatifs. Avec la débâcle afghane, à partir du 15 août, les chiffres sont plutôt... il y a plus d'opinions défavorables que favorables, mais on n'est pas très loin. Il y a 46 qui aiment ce qu'il fait et 49 qui n'aiment pas ce qu'il fait. Bon, je pense que ça va se resserrer. Je crois que c'est quand même un petit peu tôt pour parler de désillusion, en tout cas pour ses partisans, qui ne sont ni à sa gauche ni à sa droite, comme on l'a dit, c'est-à-dire un petit courant au milieu. En même temps, c'est vrai qu'il faut se dépêcher pour lui parce qu'il n'a plus qu'un an devant lui avant les élections de mi-mandat de novembre 2022, pendant lesquelles il est pas certain, même probable, qu'il perdra le Sénat voire la Chambre. On attendait beaucoup de Kamala Harris. Quand je dis il y avait des commentaires sur le fait que, au vu de son âge, Joe Biden allait probablement céder la main à Kamala Harris, au moins de manière formelle. Qu'en est-il aujourd'hui, Laurence Nardon? Alors, vous savez, les vice-présidents restent dans l'ombre. Généralement, on les entend pas et on les voit pas. Il lui a quand même donné quelques dossiers assez visibles. Elle a fait des visites en Amérique latine sur la question de l'immigration. Elle était également en Asie récemment pour rassurer les alliés du soutien américain au lendemain de leur départ d'Afghanistan, les assurer qu'ils se redéployaient sur ce théâtre asiatique. Bon, je pense que la mettre en position de prendre ces dossiers, c'est la faire monter en capacité pour le jour où, comme vous dites, elle pourrait à son tour arriver à la Maison-Blanche. Mais on n'en est pas là. Laurence Nardon, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Je rappelle que vous êtes américaniste, chercheuse et responsable du programme Amérique du Nord de l'Institut français des relations internationales. Vous serez rejointe par la journaliste au Figaro, Isabelle Lasserre. Et cette fois-ci, on évoquera la politique extérieure de Joe Biden et la colère qu'il suscite en France suite à cette rupture des contrats relatifs aux sous-marins que nous étions censés leur fournir aux Américains. 8h sur France Culture. Excellent réveil à tous. 7h, 9h. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, c'est lié à ce qu'évoque le Figaro en une. Sous-marin dans les coulisses d'une trahison pendant 1 an et demi, explique votre journal, Isabelle Lasserre, bonjour. L'Australie aurait comploté avec Londres et Washington pour sceller une alliance à 3 et miner donc l'accord portant sur la fourniture de sous-marins par la France. On a évoqué avec vous, Laurence Nardon, Joe Biden sur la scène intérieure. Isabelle Lasserre, que pensez donc de ce contrat qui n'a pas été tenu, qui n'a pas été respecté par les Américains, tandis que j'ai sous les yeux également un long thread, comme on dit, une longue explication du porte-parole du ministère des Armées qui explique à quel point les sous-marins français étaient haut niveau et donc le fait que l'on ne peut pas expliquer par leur moindre qualité, le fait que ce contrat a été rompu. Votre regard? Alors, je crois qu'il y a 2 choses. Il y a d'une part la rupture d'un contrat. Après tout, ça ne se fait pas entre alliés où on est censé respecter ses engagements, mais il peut arriver dans la vie qu'on ait des intérêts stratégiques qui divergent et qui ne soient plus les mêmes que ceux qu'ils étaient au début. C'est ce qui est arrivé à l'Australie, parce qu'en 2 ans,
la Chine a mené une politique de plus en plus agressive et l'Australie aujourd'hui se sent en état d'insécurité. Donc ça, c'est une partie. Mais après, il y a la méthode. Et ce dont ont fait preuve ces 3 pays, et surtout l'Australie qui a vraiment initié en fait la chose, et les États-Unis, c'est d'une manière de traiter qui d'ordinaire appartient à des pays qui ne sont pas des alliés. C'est-à-dire qu'on a l'habitude que Vladimir Poutine mente à la France en disant par exemple que l'opposant Alexei Navalny s'est empoisonné lui-même. On a l'habitude que l'Iran mente à la France en disant non, on n'a pas de programme nucléaire. Mais de la part des États-Unis et de l'Australie, c'est tout à fait surprenant et même stupéfiant. C'est-à-dire que ces 2 pays ont menti à la France pendant 18 mois. Ils ont dissimulé tout ce qu'ils faisaient. Attendez, il faut bien voir que jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire le 15 septembre, les Australiens assuraient par écrit les Français qu'il n'y avait absolument aucun problème et que le contrat continuait sur sa lancée. Donc mais pourquoi ? Parce que la France ne compte pour rien. Bon, ça va être terrible pour notre narcissisme national, mais si ils nous ont menti si longtemps et de manière éhontée, à vous suivre, Isabelle Lasserre. La France compte pour rien. Je crois que là, Joe Biden se trompe. Alors que Joe Biden estime que la France ne compte pour rien dans l'Indo-Pacifique. D'abord, c'est pas vrai parce que la France a des intérêts, elle a des territoires, elle a des bateaux et qu'elle avait obéi. Non, elle avait en fait tendu la perche que lui tendaient les Américains pour s'installer, pour monter une opération en fait pour développer l'influence française et européenne dans la région. Donc ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai que la France ne compte pas pour les États-Unis parce que dans la lutte antiterroriste, sur quel pays en Europe s'appuient les États-Unis? Sur la France, au Sahel, en Syrie, en Irak, et pas sur les Polonais et pas sur les Allemands. Donc jusqu'à aujourd'hui, la France était quand même considérée comme le meilleur allié des États-Unis. Aujourd'hui, ce titre a été ravi par l'Australie. Mais alors justement, on explique en ce moment que la guerre contre le terrorisme, c'est terminé pour les États-Unis, ça appartient au passé, Isabelle Lasserre. Oui, alors cette guerre contre le terrorisme appartenait déjà au passé le 10 septembre 2001, avant que les États-Unis ne soient attaqués. On choisit pas toujours ces guerres. La lutte contre le terrorisme n'est pas terminée. Al-Qaïda et l'État islamique n'ont pas du tout été éradiqués des sanctuaires dans lesquels, au contraire, ils sont en train de se reconstituer. Alors, ce qui est vrai, c'est que pour Joe Biden aujourd'hui, comme ça l'était pour Donald Trump et pour Barack Obama, mais en fait, Joe Biden est en train de mettre en œuvre la politique qui a été en fait installée et promise par Barack Obama et Donald Trump. Donc, pour les Américains aujourd'hui, l'Europe, dans leur priorité stratégique numéro 1, qui écrase toutes les autres aujourd'hui, qui est de s'installer, qui est de se renforcer dans l'Indo-Pacifique face à la Chine, l'Europe ne compte pas. C'est important ce que vient de dire Isabelle Lasserre, Laurence Nardon, parce que ça signifie que les critiques qui étaient adressées à Donald Trump, escalité finalement, valent aussi pour Joe Biden. Mais il y a une continuité de toute manière entre Biden et Trump. Donc sur ce redéploiement sur l'Indo-Pacifique, comme vient de le dire Isabelle Lasserre, c'est tout à fait clair, avec l'idée qu'on ne va pas se replier pour rentrer à la maison, mais on va redéployer les forces, notamment militaires, sur ce nouveau théâtre. Alors l'Indo-Pacifique étant le mot-clé de la décennie, vraiment un terme extrêmement important. Et de toute manière, la continuité Trump-Biden, elle se voit aussi sur d'autres sujets. Là, je sors des relations internationales, mais elle se voit aussi sur le protectionnisme économique, parce que de toute manière, on a changé d'air aux États-Unis et dans le monde. Dans la vie des idées, on voit bien que le libéralisme économique n'a plus la cote, et donc Biden, comme Trump, agit sur ce terrain. Mais là, je me suis éloignée 2 minutes de la politique étrangère. Mais je voudrais dire une autre chose, parce que, Isabelle, vous n'avez pas parlé de la Grande-Bretagne. Vous avez parlé de l'Australie et des États-Unis. Et je crois qu'il y a quand même, l'une des raisons de cette trahison effectivement incroyable, perfide, c'est aussi l'entente culturelle
basée sur l'anglosphère qu'on peut voir entre ces trois pays et dont, bien naturellement, la France est exclue. Alors, je ne sais pas si ça jouait un rôle décisif, mais enfin, il y a ce facteur à prendre en compte. La Grande-Bretagne, Isabelle Lasserre. Pardon, la Grande-Bretagne, dans cette affaire, a joué un rôle d'accélérateur. C'est-à-dire que ce sont les Australiens qui montent littéralement l'opération. Ensuite, ils vont chercher Boris Johnson et ils étoffent un petit peu cette espèce de complot, en fait. Et ensuite, ils vont tous les deux proposer ça, ce package à Joe Biden. Mais c'est vraiment un rôle d'accélérateur, la Grande-Bretagne. Laurence Nardon. Et je voudrais ajouter une supposition. Je pense que du côté américain, alors peut-être pour dédouaner Biden, mais je ne pense pas qu'on puisse le faire complètement, je voudrais quand même signaler, à mon avis, le fait que les directions du département d'État, ou peut-être même au département de la Défense aux États-Unis, fonctionnent en silo. Et je suppose que ces négociations côté américain, elles ont été menées par la direction Asie ou Indo-Pacifique, sans discuter avec les directions Europe, qui avaient peut-être plus de choses à dire en faveur du contrat avec la France. De toute façon, si j'en juge par le Figaro Isabelle Lasserre, ces négociations, elles avaient été entamées, ces négociations pour trahir notre pays, avaient été entamées avant l'arrivée de Joe Biden. Il y a 18 mois exactement, donc à l'époque Trump est encore au pouvoir, mais à chaque fois c'est un tout petit noyau de gens. Il faut voir que en Australie ce contrat a été signé avec l'ancien Premier ministre qui était quand même plus eurosympathique, si je peux m'exprimer ainsi, et le nouveau Premier ministre avait toujours été contre ce contrat, c'est-à-dire qu'il préférait justement une alliance avec les alliés traditionnels de l'Australie, qui sont les alliés anglo-saxons, et c'est vrai que pour lui, enfin, on peut l'entendre, ça. Si la Chine attaque l'Australie, je pense que évidemment c'est de la politique fiction, mais qui ira défendre l'Australie ? Les Français ou les Américains ? Les Américains. C'est justement là-dessus que j'aimerais vous entendre, Isabelle Lasserre, parce que on a découvert donc qu'il y avait un risque de conflit extrêmement important dans la zone Indo-Pacifique. Vous disiez, Laurence Nardon, il y a quelques instants que c'était vraiment la région clé pour comprendre les cartes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui un risque potentiel ? S'agit-il donc effectivement d'une nouvelle guerre froide ? Alors peut-être par antiphrase, Joe Biden a dit qu'il ne voulait pas d'une nouvelle guerre froide avec la Chine. Bref, qu'est-ce qu'il faut redouter précisément ? Je crois que dans la région, ce qu'il faut redouter d'abord, c'est une initiative chinoise vis-à-vis de Taïwan ou de Hong Kong. Ça, c'est vraiment les deux dangers potentiels. C'est-à-dire parce que de la part de la Chine vis-à-vis de Hong Kong, c'est déjà fait en grande partie. Oui, alors... Mais Taïwan, quand même depuis 2 ans ou 3 ans, dans les propos des dirigeants chinois, il y a des menaces d'intervenir à Taïwan pour complètement remettre l'île au pas. Il faut rappeler cette situation particulière dans laquelle est Taïwan et cette sorte d'entre-deux un peu compliqué à comprendre. D'entre-deux, entre l'indépendance et la soumission, il y a une voie très fine que s'efforcent de prendre les dirigeants taïwanais aujourd'hui, mais qui de plus en plus plus la Chine s'affirme, plus sa puissance militaire se construit. C'est complètement spectaculaire la montée militaire. On dit ils ne sont qu'ils n'arrivent qu'à la cheville des États-Unis, etc. La Chine est en train de se construire une force militaire qui lui permet de pousser carrément ses ambitions impériales. Notamment sur le plan maritime. Notamment sur le plan maritime. Bon, il n'y a pas que Taïwan, il y a aussi toutes les annexions et la manière dont la Chine s'étend en mer de Chine du Sud. La question peut-être qu'il faut rappeler des îlots Paracels, la manière dont la Chine transforme en fait de tout petits îlots minuscules îlots en base militaire. Il suffit en gros de poser un soldat ou un drapeau. Et en fait, elle annexe tous ces îlots. Elle s'étend complètement dans la région. Mais alors, ça menace l'Australie.
est-ce que l'idée, justement, pour la Chine, c'est d'agrandir sa sphère de contrôle avec la question de Taïwan? Mais du point de vue chinois, Taïwan est chinois. Donc, ça n'est pas une annexion, c'est une sorte d'officialisation d'une situation de fait. Dès lors, ça ne peut pas nécessairement être assimilé à un geste d'agression, puisque les Chinois n'ont pas la même représentation que nous, que les Taïwanais, de leur propriété sur cette île. En dehors de cela, est-ce qu'il y a des signes d'agressivité chinoise à l'extérieur? À l'extérieur de À Chine? l'extérieur Bah des oui, îlots Paracels. cette avancée en mer de Chine du Sud, c'est un acte d'agressivité, mais l'agressivité chinoise se manifeste aussi de manière différente en Australie. C'est-à-dire que vis-à-vis de l'Australie, les Chinois ne sont pas en train d'annexer des petites îles, mais il y a un entrisme en Australie de Chinois. C'est-à-dire que dans les universités, dans les think tanks, il y a des actes d'espionnage. Enfin, il y a vraiment... En fait, les Chinois font à l'Australie ce que les Russes essayent de faire en Europe, c'est-à-dire de déstabiliser les sociétés, d'avoir une influence de plus en plus importante. Donc c'est aussi pour ça que les Australiens se sentent extrêmement menacés. Laurence Nardon. Oui, et puis les Chinois aussi ont mis en place des mesures de rétorsion assez rudes vis-à-vis de l'Australie, lorsque celle-ci, ces derniers mois, a essayé d'entraver les avancées chinoises. Mais Guillaume, vous parliez d'agressivité chinoise en dehors de cette zone, je crois, et il faut parler du projet des routes de la soie, Belt and Roads Initiative, qui est un espèce de gigantesque projet de développement économique, alors qui, au départ, visait à reconstituer donc les routes de la soie, donc des chemins commerciaux vers l'Europe, à la fois par la terre et par la mer. Mais en fait, ce projet va aussi en Amérique du Sud, il va aussi en Afrique, etc. Et en Europe. Et oui, en Europe, En Grèce, par exemple. c'était la première destination. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que l'une des... Alors, on peut parler d'agressivité, mais c'est évidemment pas militaire. C'est le fait que la Chine prête énormément d'argent, mais des sommes absolument pharaoniques, à des pays très pauvres. Je pense notamment à des pays d'Amérique latine, mais en Afrique aussi, évidemment. Et ensuite, quand les pays sont endettés vis-à-vis de la Chine, ils sont complètement pieds et poings liés, devant livrer toujours plus de réserves naturelles, de réserves, de ressources naturelles, et s'engager à des contrats à tous les niveaux. Parmi d'ailleurs les prêts chinois, Isabelle Lasserre, l'assistance chinoise, il y aurait, je mets ça au conditionnel, des accords avec les talibans en Afghanistan. Oui, c'est-à-dire que en fait, ça c'est une conséquence du retrait américain un peu partout, hein, les États-Unis se retirant de toutes les grandes crises mondiales. Ça crée un vide, et ce vide est rempli depuis plusieurs années par des puissances révisionnistes et montantes. La Chine en est une, la Russie en est une autre, et la Turquie aussi en est une autre. Donc en fait, la place de régulateur mondial et pas seulement de gendarmes, mais aussi de régulateurs qui avaient jusque-là été tenus par les États-Unis, aujourd'hui, ce flambeau est repris notamment par la Chine. Il est repris par la Chine et la Russie et la Turquie en Afghanistan, mais aussi en Syrie et partout, en fait. Laurence Nardon. Mais ça, c'est tout à fait exact. Je voudrais juste ajouter une observation sur ce qui se passe aux États-Unis sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, l'administration Biden, dans la continuité des précédentes, depuis l'idée du pivot vers l'Asie, qui avait été un concept développé sous Obama, donc reconstruit toute sa vision du monde autour de l'opposition à la Chine, avec la notion de nouvelle guerre froide ou les notions de rivalité de grande puissance. Enfin, voilà, il y a des concepts qui se baladent comme ça dans le débat stratégique américain aujourd'hui. Mais vu de l'extérieur, moi je suis frappée par l'unanimisme de cette pensée aujourd'hui à Washington. Je ne dis pas qu'ils ont tort, mais je dis qu'il y a une absence de débat réel sur cette opposition, sur les manières de s'opposer à la Chine aux États-Unis. Il y a un peu ce qu'on peut appeler de la pensée de groupe, du groupthink. C'est-à-dire que tout le monde pense la même chose, et donc il n'y a pas un débat très constructif. Et c'est peut-être pour ça que personne n'a dit que inclure la France dans ce nouveau traité de défense entre l'Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis pouvait être une bonne idée.
Oui, bah Isabelle justement, Lasserre. alors là, vous avez tout à fait raison, Laurence, et c'est justement là une des raisons du différend américano-français, c'est-à-dire que les États-Unis demandent à l'Europe en fait d'aller avec eux dans une opposition à la Chine. L'Europe s'interroge et la voix française dans cette troisième voie, dans cette opposition à la vision américaine, qui est une vision de confrontation avec la Chine, s'affirme de plus en plus. Donc pourquoi les Américains n'emmènent pas la France dans cette alliance? Parce que la France n'a pas du tout la même vision et c'est aussi pour ça qu'elle est punie. Isabelle Lasserre, si l'on poursuit effectivement ce raisonnement, on voit aussi que l'Amérique et la Chine sont quand même dans une situation, alors certes peut-être de conflits montants, de guerre froide, mais aussi de grande dépendance économique, puisque la puissance de l'un ne va pas sans la présence de l'autre. Il y a énormément de sociétés américaines, Apple pour ne pas la nommer par exemple, qui n'auraient pas de produits fabriqués s'il n'y avait pas la Chine. Oui, alors vous avez raison, Laurent, c'est une des grandes, cette interdépendance économique entre les États-Unis et la Chine, est justement le principal argument de ceux qui disent qu'on ne peut pas parler de guerre froide. C'est-à-dire que c'est vraiment la grande différence. Alors, jusqu'où cette interdépendance, en fait, sera un frein au réchauffement de cette guerre froide quand même, c'est la question que tout le monde se pose. Mais aujourd'hui, la guerre prend aussi des moyens différents et des moyens qu'elle n'avait pas à l'époque. Enfin, on est quand même dans une situation très différente, puisque à l'époque, il y a quelques dizaines d'années, l'Amérique ne faisait rien produire en Union soviétique. Oui, on est dans une situation très différente, mais sur le fond, la confrontation de deux empires avec en fait des modèles politiques, une vision du monde totalement aux antipodes est bel et bien là. Et aujourd'hui, on a d'autres moyens de se faire la guerre. Et l'interdépendance économique, justement, ouvre la voie à de nouvelles guerres, en fait. Hein. Vision du monde différente, certes, mais la Chine est aussi une économie capitaliste, peut-être probablement d'ailleurs plus brutale encore que la société américaine. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de divergence, Isabelle Lasserre? Il y a une énorme divergence politique. Bien entendu, mais Oui, je veux dire juste sur le système économique et sur le fait que le pouvoir tient compte des intérêts du pays. Des intérêts de la Chine. En l'occurrence, oui. Ah oui, non mais il est évident qu'on n'est pas du tout dans la même situation que l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide contre les États-Unis. C'est même complètement radicalement différent. Au niveau économique, la Chine, d'abord, est une puissance qui monte et cette puissance, en fait, prend son élan sur le spectaculaire développement économique de la Chine, qui a permis d'ailleurs l'émergence d'une classe moyenne dans des temps quand même relativement court. Laurence Nardon. Oui, je voudrais ajouter quelque chose qui me semble très intéressant, c'est que sur cette opposition à la Chine et cette interdépendance économique entre les États-Unis et la Chine, on voit qu'il y a un lien à nouveau avec la politique intérieure américaine parce que l'une des raisons pour laquelle la classe moyenne américaine, notamment la classe moyenne blanche ou classe ouvrière, on peut l'appeler de différentes manières, a tellement souffert ces 40 dernières années, depuis 2000, ces 20 dernières années, c'est parce que beaucoup des usines ont été délocalisées en Chine, beaucoup de biens manufacturés sont très très peu chers sont arrivés de Chine aux États-Unis, faisant fermer les usines. C'est pas seulement ce sont des délocalisations indirectes d'une certaine manière. Et donc aujourd'hui, dans l'opposition à la Chine qu'on voit aux États-Unis, il y a toutes les raisons géopolitiques dont on vient de parler, les îles, Taïwan, etc. Mais il y a aussi, côté américain, la volonté de rapatrier des usines aux États-Unis, de rapatrier des chaînes de valeur aux États-Unis pour remettre en route l'ascenseur social américain. Donc là, on est vraiment dans de la politique intérieure américaine, mais la Chine en est un élément extrêmement important. Alors, je pense qu'on ne pourra pas tout rapatrier, que beaucoup de biens les microprocesseurs, par exemple, qui sont produits principalement à Taïwan et aussi un peu en Chine, en particulier, on voit avec la crise actuelle, puisqu'il y a pénurie dans ce domaine, on voit que les États-Unis sont extrêmement tributaires de la Chine dans ce domaine et que le retard est quasi impossible en l'état à rattraper, en tout cas.
Oui, mais ça, vous avez raison. Mais ça, c'est sur le plan de l'indépendance technologique, si vous voulez. Mais il y a aussi cette question de l'avenir de la société américaine, des classes moyennes américaines, qui est en lien avec la question chinoise. Ce qui est en train de se passer aussi dans l'Indo-Pacifique prouve à quel point la puissance américaine qu'on avait dit au niveau géopolitique et international, qu'on avait dit déclinante, vraiment sur le départ, etc., surtout après le retrait très chaotique d'Afghanistan, à quel point cette puissance, elle n'est pas du tout en train de s'effondrer, elle est juste en train de s'exercer pleinement ailleurs. Donc c'est avec nos lunettes européennes qu'on a cru que l'Amérique, en fait, était déclinante. Non, elle n'est pas du tout déclinante, simplement elle va à l'Est. Isabelle Lasserre, est-ce qu'on devrait sortir de l'OTAN ? Je pense que ce serait une vraie bêtise et que la France, pour le coup, se retrouverait bien seule. Mais je pense que c'est une petite musique qui monte et qui, dans certains politiques, c'est une véritable tentation. Je pense que ce serait vraiment une bêtise. Mais à quoi sert l'OTAN si on peut être trahi avec certains de ses partenaires, trahi par certains de ses partenaires, si on a des pays qui sont à l'intérieur de l'OTAN mais qui ont manifestement un agenda très différent d'une autre, je pense à la Turquie. Bref, quelle est la situation aujourd'hui de cette organisation ? Je pense qu'il y a deux choses en fait. D'une part, se demander à quoi sert encore l'OTAN après effectivement toutes les marques de défiance de certains de nos alliés se posent. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut complètement réformer l'OTAN. Donc ça, c'est une question qui me paraît légitime. Après, jeter le bébé avec l'eau du bain, alors qu'il n'y a aujourd'hui aucune autre alliance militaire qui soit capable de défendre l'Europe, ce serait, à mon avis, risqué. Quel est le sentiment américain, selon vous, Laurence Nardon ? Sur l'OTAN ? Je pense qu'il y a une volonté modérée de débat. Et puis, je ne pense pas qu'ils aient envie que la France s'en aille, puisque ce serait une crise de plus à gérer et que finalement, ils n'ont pas de temps à perdre avec ça. Je ne pense pas qu'ils soient extrêmement intéressés par le sujet en réalité. Malheureusement. Au bout du compte, ce que l'on aperçoit, Isabelle Lasserre, dans le tableau que vous faites des relations internationales au travers donc de la situation particulière des États-Unis, c'est quelque chose qui ressemble un peu au tableau que peignait Samuel Huntington lorsqu'il parlait de choc des civilisations, puisque on voit qu'aucun des conflits précédents ne s'est résorbé, en particulier avec le monde arabe, le monde perse, et qu'un nouveau front pourrait s'ouvrir si on pense par exemple à une guerre froide ou en tout cas à une tension forte avec la Chine. Non, alors moi, je pense pas que justement le conflit entre les États-Unis et la Chine appartienne vraiment à cette catégorie de conflits civilisationnels. Je pense que c'est vraiment une confrontation entre deux empires qui se disputent la première place, avec un qui monte très très fort et le deuxième qui s'était un petit peu endormi. Maintenant, je pense effectivement que les thèses de Samuel Huntington sont, en tout cas, si ce n'est valable, qu'il faut les entendre, mais sur d'autres types de conflits. Mais pourtant, il y a une chose qui est étonnante, c'est que cette lutte entre ces deux pays n'est pas une lutte rationnelle, en ceci que les deux, aujourd'hui, sont dépendants. Les États-Unis et la Chine. Et donc, on ne peut expliquer que par des politiques de puissance et pas par des politiques de rationalité classique le fait qu'ils aillent vers une confrontation. Oui, mais cette confrontation ne se traduit pas, en tout cas dans la parole et dans les intentions. Il n'y a pas de revendication civilisationnelle. Les États-Unis ne s'affrontent pas à la Chine et la Chine ne s'affronte pas aux États-Unis parce qu'ils ont des valeurs différentes. C'est pas du tout pareil. À ceci près que la Chine, depuis quelque temps, sur les jeux vidéo, sur les mœurs, ne cesse de dire que le mode de vie occidental en général, mais c'est d'abord les États-Unis qui sont visés, est décadent et doit être contenu en Chine. Oui, alors pour l'instant, cette musique qu'on commence effectivement à entendre en Chine, pour l'instant, elle est minoritaire et je crois que c'est du côté chinois, il
idée de l'efficacité du modèle, hein, et notamment de l'efficacité économique qui prime. Un mot de conclusion, Laurence. Il y a quand même en Chine le rappel régulier de ce que sont les droits de l'homme à la chinoise, qui sont quand même très différents des nôtres, basés sur le collectif et non pas sur l'individu. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose de... Peut-être le respect de la vie privée. Non, je ne sais pas. de très profond. y compris des attaques chinoises. Et c'est la même chose d'ailleurs en Russie, dans toutes les organisations internationales. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'essayer d'imposer leur vision des droits de l'homme à l'OSCE, à l'UNESCO, Exactement. absolument partout, pour effacer en fait le verbatim droit de l'hommiste des Occidentaux. Mais donc c'est peut-être un petit peu civilisationnel quand même. Peut-être. Merci Isabelle Lasserre, merci Laurence Nardon pour vos éclairages. Isabelle Lasserre, on vous retrouve dans les colonnes du Figaro. Je vous propose d'accueillir mes camarades qui viennent prolonger les matins. Je veux parler d'Adèle Von Rett, d'Arnaud Laporte et de Quentin Lafay. Bonjour à tous les trois. Quentin, dans votre transition, vous nous emmenez dans le Grand Nord en évoquant pour nous une mutation chaude et environnementale. Et oui, avec une question ce jour, pourquoi la pluie tombée au sommet du Groenland en août dernier marque un nouveau tournant du réchauffement climatique ? Vous allez nous expliquer ça dans quelques instants.